fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, comme Mireille vous l'a dit, je suis d'abord ergothérapeute de profession, mais j'ai aussi un diplôme d'études supérieures spécialisé en andragogie. Peut-être la première fois que vous entendez le terme cet après-midi. Puis c'est avec ce chapeau-là qu'on m'a invitée à être présente. Donc, ça devrait être plus clair d'ici la fin de la rencontre, ce que c'est que l'andragogie. Je me mets en continuité de la présentation d'Ève, en fait. Ève nous arrivait un peu avec le pourquoi, l'enseignement prioritaire. Karine, après moi, ça va être le quoi, hein? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on met dans l'enseignement prioritaire. Moi, je suis plus dans le comment, et avec une perspective andragogique, qui est donc de répondre aux besoins des proches aidants, principe andragogique et gérontagogique. On va en rajouter une couche, ça va être encore plus compliqué. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, moi non plus. Mon objectif cet après-midi, c'est surtout pas que vous vous disiez, mon Dieu, on trouvait déjà ça complexe, l'enseignement prioritaire, s'il faut être andragogue en plus. Non, c'est pas le but. Je me vois vraiment comme quelqu'un qui veut vous donner des trucs, des moyens, parce que vous êtes en enseignement avec une clientèle adulte. Donc, pour moi, mes objectifs, c'est de développer des techniques qui facilitent l'éducation à la santé dans un contexte de courte durée en GMF. Et aussi de maîtriser des principes d'éducation à la santé chez les personnes âgées, parce que vos proches aidants peuvent être adultes, mais peuvent être âgés aussi, donc il faut savoir en tenir compte dans notre enseignement. Plan de présentation, vous présentez les principes andragogiques de l'éducation aux adultes. Quels sont les défis qui sont rencontrés aussi lors de l'enseignement prioritaire? Puis finalement, les principes gérontagogiques de l'enseignement aux personnes âgées. Normalement, j'ai commencé à placer des mots-clés. Vous devriez commencer à avoir une petite idée de ce que c'est andragogie, gérontagogie. Donc, qu'est-ce que c'est l'andragogie? En fait, c'est la science et la pratique de l'éducation aux adultes. Si je voulais faire simple, je vous dirais que la pédagogie est à l'enfance, ce que l'andragogie est à l'adulte et ce que la gérontagogie est à la personne âgée. Parce qu'un individu n'apprend pas de la même façon tout au fil de sa vie, dépendant de ses phases de développement. Par exemple, il est comme logique et simple à comprendre qu'un enfant va avoir un apprentissage beaucoup plus passif. Il va gober les informations qu'on lui donne, alors qu'un adulte va participer beaucoup plus activement dans son apprentissage, va être beaucoup plus critique aussi de ce qui est bon pour lui d'apprendre, de ce qui est important pour lui d'apprendre, et il va baser son apprentissage sur ses postulats, ses croyances, ses valeurs, son expérience de vie aussi, ce qu'il a déjà bâti. Ça devient plus une construction. Puis vous vous inscrivez dans cette construction-là, dans le fond. Vous aidez cette personne-là à construire sa connaissance, sa compétence. C'est cette posture-là en andragogie qu'on va prendre quand on est en présence d'adultes en situation d'apprentissage. Donc, je les ai mis là, c'est absolument non exhaustif. J'ai ressorti des principes que Mézirow énonce en andragogie. Quand on se place dans la posture, hein, parce que moi, je vous présente une posture cet après-midi. Quand on se présente dans une posture d'andragogue, c'est qu'on va aider l'apprenant à définir ses besoins d'apprentissage. Il y a quelque chose, hein, on est en train d'essayer de l'aider à comprendre ses besoins puis voir qu'il a lui-même des ressources pour aller trouver les réponses. Et ça tombe bien, vous êtes une de ces ressources-là. Vous êtes devant lui, vous êtes privilégié. Mais c'est son rôle à lui d'être capable de développer son appropriation, son empowerment, pour reprendre les mots de Ève, par rapport à ce processus-là. Donc, on aide l'apprenant à définir ses besoins d'apprentissage. On aide l'apprenant aussi à l'organiser, son apprentissage, en lien avec ses préoccupations, ses problèmes propres, en lien avec ses intérêts ou son niveau actuel de compréhension. Fait que c'est tout l'art d'être capable d'aller chercher ça, et même l'art encore plus avancé d'aider l'apprenant à les identifier lui-même. Fait qu'il devient plus autonome, on l'outille, on le rend plus compétent. Et finalement, c'est de faciliter l'expression, l'analyse et la résolution des problèmes, incluant les problèmes associés à la mise en œuvre d'actions individuelles. Alors, je pense qu'on est tout à fait là-dedans. Quand vous êtes dans votre enseignement prioritaire, vous êtes là pour l'aider à exprimer des besoins, les analyser, puis ultimement résoudre des problèmes, hein, que ce soit des problèmes actuels ou des problèmes anticipés, être dans la prévention, c'est ça le rôle que vous êtes en train de jouer aussi. Donc, c'était pour vous présenter un peu, c'est quoi des postulats, c'est quoi la posture qu'on va adopter en andragogie. Pour faire une image, je dirais que c'est de passer finalement d'un expert de contenu,
Hein, on voit, j'ai choisi délibérément un bonhomme qui a une valise. Là. On sent qu'il y a le savoir. C'est un peu votre coffre à outils. Hein, c'est un peu votre enseignement prioritaire. Vous avez tout ce que vous pouvez dire, présenter. Et on voit que la personne en face, elle n'en a pas. Donc, on est ici chez un expert de contenu. On dit enseigner, c'est pas la même chose que former. On enseigne à partir d'un programme avec un contenu standardisé en visant l'acquisition de savoir ou de savoir-faire, par l'assimilation de connaissances, puis avec une certaine hiérarchisation dans la relation. Tu sais, enseignant, élève, soignant, soigné, expert, novice. Ça, c'est expert de contenu. En andragogie, on va essayer de devenir davantage un expert de processus. En image, ça serait de se dire que la personne qui est en face de nous, elle a aussi sa valise. Elle a aussi des connaissances, elle a aussi des ressources et elle a aussi son bagage. Et que dans cette image-là, l'expert, on va essayer de partager, ça devient une relation plus égalitaire où ce qui est important finalement, c'est la main au centre, c'est la poignée de main. C'est l'espace où on se rencontre, où on est capable d'établir une relation, mais qui va être capable de faire ouvrir la valise de la personne qui est en face de nous, l'aider elle-même à jeter un œil, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'elle possède déjà, puis où nous, on va ouvrir notre propre valise en disant « Voici ce que moi j'ai à offrir, c'est à vous de venir chercher cette chose-là », et non pas de se présenter comme la personne qui… Ça ne va pas dans ce sens-là, c'est quelque chose qui devient une relation, un partage. On devient davantage un expert de processus à ce moment-là. Je dis, d'autre part, on forme à partir d'un besoin, avec un contenu individualisé, selon le groupe ou selon les expériences de chacun, puis en misant sur l'acquisition de compétences applicables dans des situations réelles. L'apprenant adulte n'a pas de temps à perdre. Il a besoin que ça serve, ce qu'il apprend. Fait que donc, une situation réelle. Un enseignement transmet un savoir, tandis qu'un formateur aide les apprenants à acquérir des compétences. Donc, ça, c'était pour vous placer un peu la posture dans laquelle on se situe quand on a une posture andragogique dans une situation d'éducation aux adultes. Maintenant, comme je suis andragogue, j'ai eu envie de savoir qui vous étiez et quels étaient vos besoins d'apprentissage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tournée vers Mireille, vers Karine, qui eux autres font l'enseignement prioritaire déjà. Et j'ai donné un cours, là, des courtes questions. Elles ont consulté des collègues aussi. Fait que ça m'a permis de ressortir à peu près 3 catégories là, de défis qui peuvent être rencontrés dans l'enseignement prioritaire. Puis mon but, c'est d'essayer de vous donner des pistes. Comment on aborde ça? J'aimerais être le plus concrète possible. Idéalement, pour moi, si vous ressortez avec 2-3 outils, 2-3 idées, ça va me rendre heureuse. Donc, les défis rencontrés lors de l'enseignement prioritaire. Il peut y avoir des défis que j'ai dit davantage liés au contenu, la justesse, la précision de l'information, la précision de la compréhension aussi à l'autre bout. La personne comprend bien ce que j'ai voulu lui expliquer. Des sources d'inconfort qui peuvent survenir dans ces situations-là, c'est quand, par exemple, le proche remet en doute le diagnostic du médecin ou encore qui normalise que les troubles cognitifs, bien, ça va de soi, hein, dans le fond, en vieillissant, ou qui banalise les problèmes de mémoire de l'aidé. Ou encore, si le proche aidant pose des questions sur des sujets pour lesquels vous n'avez pas la réponse. Puis vous pouvez sentir un peu de stress là, de vous dire « je me présente puis je ne sais pas tout, est-ce que je vais avoir la bonne réponse ?» Moi, des pistes que je vous suggérerais, je répète un peu, c'est des éléments aussi amenés par Ève, mais c'est vraiment majeur parce que c'est comme ça que vous allez aider votre apprenant à devenir actif dans son processus d'apprentissage, ouvrir sa valise en quelque sorte. Donc, demandez à la personne, en commençant la rencontre, de vous dire ce qu'elle connaît de la maladie. Lui dire, par exemple, vous avez rencontré votre médecin, pouvez-vous me redire dans vos mots ce que vous avez compris de cet échange-là? Déjà, ça va vous permettre d'évaluer les connaissances antérieures ou où il se situe. Poursuivre, demander à la personne de vous identifier c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses préoccupations quand elle se présente à la rencontre. C'est quelque chose que vous pourriez même avoir fait avant, préalablement, dans un appel téléphonique, de demander à la personne d'établir une liste de ses principales questions. Et après ça, de faire avec elle lors de la rencontre, de dire, bien, vous avez telle préoccupation, tel besoin, de mon côté, j'ai telle ressource, êtes-vous d'accord, on pourrait faire ça à peu près comme ça dans l'ordre de la rencontre. Est-ce que ça vous convient? Ça a l'air bête, hein? Ça a l'air anodin, mais faire ça, ça fait que la personne demeure active dans son processus. Vous développez sa compétence. Demandez à la personne de nous dire dans ses mots ce qu'elle a compris.
des fois, ça peut être malaisant un peu de dire à la personne, comprenez-vous, est-ce que c'est clair pour vous? Mais sachez que la littérature démontre que c'est parmi les 11 meilleures pratiques pour renforcer le niveau de connaissance, mais surtout le niveau d'adhésion au plan ou au traitement que vous proposez. C'est la méthode Teach-Back qu'on appelle, qui consiste à dire à la personne, je veux m'assurer que ce que je vous ai transmis est bien clair. Pourriez-vous me redire dans vos mots ce que vous avez compris? Puis là, vous pouvez voir où est-ce qu'il y a eu des biais, où ça a accroché, puis repartir de là avec la personne. Fait qu'à utiliser ça en cours de rencontre, à utiliser à la fin aussi, pouvez-vous me redire dans vos mots ce que vous retenez de la rencontre d'aujourd'hui, avec quoi vous repartez? Bien, ça va vous permettre à vous aussi d'établir le plan pour la prochaine rencontre, peut-être, de voir qu'il y a des trucs qui n'ont pas été couverts puis qu'il faudrait rediscuter avec la personne. Et finalement, un autre truc important en andragogie, c'est de toujours être bien conscient de son propre style d'apprentissage, parce que souvent, on va présumer que la personne en face de nous a le même style d'apprentissage. Si on est très auditif, par exemple, on va beaucoup aller par la parole, les explications. Si on est plus visuel, on va avoir plutôt tendance à avoir un enseignement avec des schémas, des graphiques, des pictogrammes. Si on est plus kinesthésique, on est du genre qui apprend dans l'action, ou que la personne en face de nous est comme ça, bien, peut-être que vous aurez beau lui parler, lui dire de ce qui risque de s'en venir, de ce qui va arriver, vous ne l'aurez pas parce qu'elle n'est pas dedans. Ce n'est pas physiquement quelque chose qu'elle vit. Fait que de prendre conscience de son propre style, des fois de ses propres biais, parce qu'on a tendance à présenter dans son propre style, va aider à multiplier les sources, avoir de la parole, de l'écrit, partir des expériences de la personne, la questionner, va aider à mieux s'adapter à elle. Dans les autres défis, ceux liés aux résultats, un proche aidant qui évite la mise en action, par exemple, face aux recommandations, qui ne met pas en place les services, qui n'ont pas mis à jour leurs documents, qui n'ont pas instauré de routine, qui facilite le maintien des acquis. Proche aidant qui tente de raisonner ou qui confronte son proche pendant la rencontre. Pourtant, vous savez que c'est quelque chose que vous avez déjà discuté avec elle ou vous l'avez expliqué, mais ce n'est pas fait. Ou encore un proche aidant qui détourne la discussion des sujets prioritaires. Bien là, je vous le donne en mille, c'est sûr qu'il faut voir prioritaire pour qui, là. Peut-être qu'on a mal évalué dès le départ ce qui était prioritaire pour la personne. Peut-être que ça vaut la peine, des fois, de prendre une pause dans la rencontre, dire « Je me rends compte qu'on est en train de s'en aller à telle place. Est-ce que vous auriez plutôt envie que ce soit ça qu'on parle en ce moment? » Tu sais, donc, vraiment de rendre explicite qu'est-ce qui se passe de façon implicite dans la rencontre. Des pistes dans ces situations-là, c'est d'identifier très respectueusement avec la personne, c'est quoi ces mécanismes de défense en présence? Parce que c'est important, les mécanismes de défense, ça protège quelque chose. Donc, de dire à la personne, je vous dis ça, mais j'ai pas l'impression tellement que ça fait du sens pour vous, je me trompe, ou je vous parle de ça, mais je vois, vous avez les sourcils froncés, hein? Est-ce que ça se peut que vous soyez pas tout à fait d'accord avec moi? Ça, c'est important pendant la rencontre, vous le dites, vous le nommez, ce que vous voyez, ce que vous observez, ce que vous ressentez. La dernière fois qu'on s'était vu, je me souviens, quand vous étiez partis, on avait parlé de 2-3 pistes d'action, vous deviez faire ça, puis aujourd'hui, vous me dites que ça n'a pas été possible. Pouvez-vous dire qu'est-ce qui a fait obstacle à ça? Pouvez-vous m'expliquer un peu qu'est-ce qui vous a empêché de mettre ça en place? Tu sais, d'aller gratter un peu, parce que peut-être que finalement, on a été à côté. Ça se peut que ce qui était le plus facile à adresser au début de la personne, mais ce qui était le plus confrontant, on n'y était pas allé encore. Fait que de l'expliciter. Vous êtes l'expert du processus. Vous mettez au jour ce que vous sentez qui est implicite dans la rencontre, vous le nommez. Ça va aider la personne aussi à prendre conscience d'elle, de où elle se situe, puis de ses besoins, puis de l'aider à rebondir. Maintenir la personne active dans son processus d'apprentissage. Elle vous pose des questions sur les ressources. Vous, qu'est-ce que vous connaissez? Vous, quelles ressources vous pensez pouvoir utiliser? Vous, quelles ressources vous avez dans votre entourage? Lui retourner des questions pour l'aider à se mettre en action, à réfléchir, à se positionner, à identifier ses propres ressources. C'est un autre moyen. Et toujours, accompagner le changement de rôle aussi.
Quand on dit une personne, par exemple, confronte son aidé pendant la rencontre, vous pouvez dire je remarque que vous avez une dynamique, hein, monsieur, madame, ensemble, c'est 40 ans de mariage, je pense que se parler comme ça, hein, après 40 ans, on a l'habitude. Maintenant, madame, vous êtes dans une transition drôle, hein, je le sais, je le sens que c'est difficile pour vous, mais ça commande des nouveaux comportements. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais dans une situation comme ça sert à rien de répondre à votre conjoint. Dans une situation comme ça va même empirer. Puis dans le but de maintenir une belle relation avec votre mari, il va falloir le faire, cette transition de rôle vers le rôle de proche aidant. Vous êtes moins l'épouse qu'une aidante. Ça commande des attitudes différentes. Tu sais, nommer les choses, ça peut aider la personne à cheminer. Être conscient de ses propres besoins, toujours. Andragogue se regarde toujours dans l'action. Il va se dire, bon, moi, j'ai besoin d'action, moi, j'ai besoin que ça bouge. Cette personne-là, en avant de moi, ne bouge pas. Moi, ça me frustre. Bien, j'avais des enseignants d'andragogie qui disaient, à ce moment-là, on se dit qu'il y a assez de place sur la Terre pour une personne comme ça. C'est tout. Il y a un moment où il faut être capable aussi d'accepter que l'apprentissage, c'est un processus, puis chacun a son rythme. Finalement, les défis liés aux émotions, beaucoup de contenu émotif dans la rencontre, par exemple, non-réceptivité du client, réaction colérique, conflit, tension entre les participants, besoins différents de chacun des participants aussi. Des pistes, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Faire preuve d'empathie, toujours, écoute active, validation, en fait, toujours bon. Des études ont démontré que ça ajoute généralement 1 à 2 minutes à une entrevue, mais ça augmente significativement le degré de satisfaction de la personne, puis ultimement, son degré d'adhésion aux recommandations. Je vous comprends, c'est difficile. Tu sais, ce genre de choses, ça va beaucoup aider. Donc, il faut être là-dedans. Mais il faut aussi être conscient qu'on n'est pas dans une relation d'aide thérapeutique. On est dans une relation d'aide éducative. Vous avez un but, vous voulez passer un apprentissage, vous êtes là pour aider à un apprentissage. Fait qu'on se place dans une posture de relation d'aide éducative. On explicite qu'est-ce qu'on voit, mais on n'est pas là pour entrer dedans, puis je vous comprends, puis qu'à un moment donné, on a même l'impression « My God, ça fait certainement 10 minutes qu'on est là-dessus, comment je vais ramener ça? » Ça peut devenir compliqué à un moment donné. Bien, je vais tout de suite vous dire, je saute un, mais moi, je vous donne le truc de la parenthèse. Ça, c'est un truc que j'utilise souvent et généralement, ça fonctionne bien. C'est que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là, puis que vous dites « Comment je vais couper ça? » Tu sais, les signes non-verbaux oui, OK, c'est beau, ou de regarder l'écran, pas très bon. Ça peut faire en sorte que la personne devant vous va renchérir parce qu'elle se dit « Elle ne me comprend pas, je vais en rajouter. » Pas encore saisi. Je suis très consciente de ce que vous vivez, madame. Je suis touchée par ce que vous me dites. Maintenant, accepteriez-vous qu'on mette ça entre parenthèses momentanément, puis qu'on le reprenne un peu plus tard, qu'on reprenne en fin de rencontre? Êtes-vous d'accord, madame? Il y a un conflit, je sens, là, il y a des tensions entre vous, puis je me mets à votre place, c'est pas facile. Cela dit, pour les fins de la rencontre d'aujourd'hui, seriez-vous d'accord qu'on mette ça entre parenthèses, temporairement? À la fin, on pourra y revenir. Peut-être je pourrais vous guider vers des ressources. On met entre parenthèses. Vous allez voir, c'est beaucoup moins agressant pour une autre personne. Souvent, elle va vous dire « Oui, oui, c'est correct », parce qu'on ne l'a pas évincé, on l'a juste tasser un petit peu. Ça, c'est une technique utile. Se rappeler que l'émotivité, c'est l'expression affective d'un besoin sous-jacent non comblé. On rebondit sur ce besoin-là. Elle est colérique, la personne en avant de vous, bien, je comprends. C'est frustrant en tabarnouche ce qui vous arrive. Ça faisait sûrement pas partie de votre projet de vie. Je vous comprends d'être en colère. Cela dit, peut-être que je peux vous aider. Peut-être que j'ai des outils ici. Moi, aimeriez-vous qu'on aborde? Donc, on utilise l'émotion pour nommer puis rebondir sur ce besoin-là. Et Ève le proposait, co-animer avec un collègue, référer à un autre professionnel au besoin peut être une bonne stratégie aussi. Voilà, donc ça fait le tour un peu des trucs là, que je voulais vous donner qui étaient en cohésion avec les principes andragogiques. Qu'est-ce que la gérontagogie maintenant? Je suis certaine que vous avez deviné. C'est la science appliquée qui a pour objet l'intervention éducative auprès des sujets âgés. Parce que la personne âgée vit ce qu'on appelle un vieillissement primaire normal. Donc, les principes andragogiques demeurent, mais il faut rajouter en plus cette connaissance, cette compréhension du fait que l'apprentissage va être influencé par des éléments du vieillissement normal. Par exemple, la diminution de la capacité d'attention soutenue. Encore capacité d'être attentive, mais de façon soutenue, devient plus difficile. Exactement comme une force musculaire, hein, où le fait de tenir un objet dans les airs très longtemps, bien, rendu plus âgé, on va faiblir. Bien, c'est la même chose avec l'attention.
Fait qu'il faut agir sur la durée de l'enseignement. Quand la personne est plus âgée, on va viser plus un 20-30 minutes de présentation. On est mieux de faire plus court, plus souvent. La réduction de la capacité de concentration aussi peut être très attentive, mais dès qu'il y a des stimuli externes, pouf, on l'a perdu. Fait que ça, dans le vieillissement normal, ça arrive aussi, que la concentration est diminuée. Il faut donc agir sur les stimuli environnementaux, les diminuer au maximum. La diminution de la performance cognitive sous pression aussi. Automatiquement, si la personne se sent tendue, stressée, sous pression, pouf, on diminue ses capacités rétentives, ses capacités d'apprentissage. Il faut donc adapter le rythme. Encore plus s'informer, c'est quoi ses besoins, c'est quoi qui est prioritaire pour elle, puis on parle de ça. Diminution de la capacité à résoudre des problèmes complexes aussi. Donc, l'aider la personne en établissant des liens avec ses connaissances antérieures, faire des analogies. Par exemple, dans un enseignement, je vais prendre un exemple de Karine, mais tu sais, moi je pense cerveau, je pense ordinateur. Moi, ça m'irait bien qu'on m'explique un cerveau avec un ordinateur, mais une personne âgée, ça ne sera pas son analogie. Peut-être plus parler d'un fil électrique, hein, avec une gaine, là, c'est comme si le fil électrique était dégainé. Puis là, prendre des exemples qui parlent d'eux. Vous savez, dans son histoire de vie, qu'il était mécanicien, le monsieur, bien, trouvez une image, trouvez une analogie avec de la mécanique, un char, de l'essence, puis, tu sais, allez-y avec créativité, mais on les rejoint dans leurs connaissances antérieures. Altération de la mémoire à court terme, ça, c'est la capacité d'encodage. Moins capable d'encoder de la nouvelle information. Fait que de lui suggérer d'être accompagné d'un proche, d'un père, ça, c'est très bon, hein, parce que ce qui n'aura pas été encodé va pouvoir être repris par la personne. Puis multiplier les sources d'encodage aussi. Tantôt une image, tantôt un graphique, tantôt un son. Par exemple, une personne âgée, si vous voulez lui indiquer comment sortir d'ici, il ne faudra pas juste lui dire « vous tournez à gauche, puis ensuite à gauche », puis non. Vous allez le dire, mais vous allez aussi le dessiner, puis vous allez lui montrer le dessin en même temps que vous allez le dire. Ça va multiplier les sources d'encodage. Puis vous allez lui donner la feuille. Fait qu'en plus, il va avoir un rappel. Fait que c'est comme ça qu'il faut se positionner avec des personnes plus âgées. Puis finalement, elles ont tendance à retenir le sens général d'un texte. Beaucoup d'esprit de synthèse, mais des fois à partir de 2 éléments qui n'étaient pas nécessairement ceux sur lesquels vous auriez mis l'emphase. Fait que d'où l'importance, encore là, en fin d'enseignement, de dire à la personne, pouvez-vous me redire dans vos mots ce que vous avez compris? Puis peut-être le faire plus souvent au fil de la rencontre, quitte à dire, je veux vraiment m'assurer que je fais bien ça, là. Je veux vraiment m'assurer que je suis claire. Pouvez-vous me redire ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire? On valide comme ça. Si elle est partie avec une petite chose, puis elle en a fait quelque chose d'autre, bien, on va être capable de dégager les points importants à retenir. Finalement, je vous ai laissé 2 sources. Je vous disais, moi, je voulais vous laisser avec des outils. Ça, c'est des outils que j'ai trouvés très intéressants. Ça aurait été trop lourd que je vous les imprime puis qu'on vous les mette chacun dans vos chemises. Fait que ce qu'on a décidé, c'est que je vous les ferai parvenir par courriel. On a tous vos courriels, je vous les enverrai. Le premier, c'est « Talking with your older patient », puis c'est du National Institute on Aging. J'en ai fait une traduction ici, et que j'ai adapté avec le contenu de la présentation. Ça fait que, attention, mal de cœur, mais je vous le passe rapidement. Là. Par exemple, on va parler d'engager la communication avec respect, se soucier du confort, prendre quelques instants pour établir le contact, éviter d'accélérer le rythme ou de bousculer, éviter les interruptions, utiliser des techniques de communication actives, offrir un support écrit, démonter de l'empathie, éviter le jargon médical. Oh, je prends une petite pause. Souvent, notre niveau de langage n'est pas accessible à la personne qui est devant nous, mais nous, on ne s'en rend même pas compte parce que c'est tellement comme ça qu'on se parle tous les jours. Fait que si vous avez envie, allez cliquer sur cet outil-là, il est très bien fait. C'est un lexique A, B, C, D, F, G jusqu'à Z, et pour toutes les lettres de l'alphabet, le jargon médical qu'on utilise avec 2 ou 3 équivalents synonymes, comment qu'on peut dire ça à la personne pour qu'elle nous comprenne là, de façon très concrète? Fait qu'il va être dans l'outil qu'on va vous faire parvenir. Finalement, réduire les obstacles à la communication, donc des obstacles qui peuvent être l'interprétation du contenu, les déficits auditifs et finalement les déficits visuels. Fait que vous aurez le temps de regarder ça à peut-être reposer, puis ça vous permettra de repenser à la conférence, consolider votre apprentissage. Et je vous ai aussi mis la méthode faire dire, la teach back.
comment la faire, puis pourquoi la faire. Puis ça paraît si simple, mais c'est si efficace. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que je vais vous faire parvenir aussi. Comment l'utiliser, hein? Quelques exemples de formulation. Donc, en résumé, on va essayer de passer d'une posture où on va être axé sur les résultats, on va casser on va se mettre au rythme de la personne et on va s'accrocher à leurs besoins dans l'enseignement. On va être moins axé sur notre contenu que sur la personne finalement, puis de la placer, elle, au centre de son processus d'apprentissage. Donc, qu'elle-même soit capable, vous l'aider tranquillement, l'habileter à voir c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes ressources, c'est quoi mon style d'apprentissage? Si vous avez été capable, c'est-tu plus des brochures, des dépliants? On est-tu mieux de parler à un proche? On est-tu mieux de la Société d'Alzheimer? On est-tu mieux d'écouter un artiste à la télé qui a fait une entrevue ou qui a écrit un livre? C'est quoi qui la rejoint, la personne? Donc, on la met au centre de son processus. On passe d'un expert de contenu à un expert de processus. On se rappelle que la poignée de main, c'est l'espace, la relation où on met une relation beaucoup plus égalitaire. On se met au service d'eux. Ça nous enlève de la pression sur ses épaules aussi, de devoir connaître toutes les réponses. On ne la sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On retourne, puis on la met à contribution. Pour finalement en faire davantage un partenaire qui, lui aussi, va se sentir un peu plus expert, la cravate rouge. T'sais. Fait que voilà. C'était l'objet de ma présentation. Merci.